Bonjour tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Rimouski. Aujourd'hui, mon invitée est une femme d'inspiration. Bachelière en danse de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Soraïda Caron, bienvenue à Vivement les femmes. Bonjour. En effectuant des recherches, je trouve que votre nom est superbe et je suis allée voir qu'est-ce que ça voulait dire et je suis arrivée... En fait, c'est un nom qui est arabe, là. Vous me disiez particulièrement de la Palestine. De la Palestine, la Palestine. Et Sora veut dire, en tout cas, l'explication que j'ai trouvée, parce que je pense qu'il y a plusieurs définitions peut-être. Donc, Sora veut dire image et ou photographie, et Ida est pour bonheur. Donc, le bonheur capturé dans une image. Et je trouve que ça vous représente bien par le métier, en fait, que vous pratiquez. Et ça m'amène à me demander pourquoi vous avez choisi le nom de votre compagnie de danse Mars, comme le mois, elle danse. Oui, c'est une excellente question. En fait, quand on choisit un nom pour une compagnie ou pour une chanson, ou je pense qu'on comprend peut-être pas à quel point ça va nous suivre pour longtemps. Oui. Moi, sur le coup, quand j'ai décidé d'appeler ma compagnie comme ça, je travaillais sur des duos hommes-femmes, et j'étais vraiment omnibulée par cette forme chorégraphique. Et donc, je me suis dit, les hommes viennent de Mars et elles pour les femmes et danse. Donc, Mars, elle danse. Et en plus, ça faisait un beau lien avec ma famille adoptive parce que mon père s'appelle Marcel. Donc, Marcel danse. Donc, ça venait aussi, je dirais, englober ma famille à l'intérieur de la danse. Et est-ce que vous dites un nom nous suit? Est-ce que vous êtes toujours à l'aise avec ce nom-là? Vous aimeriez le changer ou... Je dirais que ça dépend des mois. Ça dépend des périodes. Des fois, je me dis, ah oui, non, ça fonctionne bien, Marcel danse. À d'autres moments, je me dis, peut-être que j'aurais dû axer davantage le nom sur mon nom, Soraïda. Oui, voilà. Parce que c'est joyeux, parce que ça sonne bien aussi, je trouve. Oui. Et ça reste dans l'imaginaire. Puis je me suis dit, peut-être que j'aurais pu appeler Soraïda, la compagnie Soraïda Danse. Mais bon, comme tout peut être éphémère. Je pense qu'éventuellement, on verra là, dans le futur si on change le nom. Oui, ça doit être compliqué de changer le nom d'entreprise, par exemple. Oui, effectivement. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a une petite hésitation. Et ça fait 10 ans que vous avez fondé cette compagnie-là. Quels ont été les défis que vous avez surmontés? Et aujourd'hui, est-ce que les défis sont les mêmes 10 ans plus tard? Certains oui, certains non. Je vous dirais quand j'ai débuté la création de la compagnie, j'avais pas conscience là, de exactement tout ce que ça pouvait englober comme tâche, comme responsabilité, devoir, tout ça. Et donc au début, j'étais un peu naïve dans l'accès, si on veut, à la danse et tout ça. Et je me suis rendu compte que pour avoir une compagnie de danse, il y avait des choses que je n'avais pas ici en région, dont des danseurs professionnels, dont des lieux de création adaptés à la danse, parce que bon, on a besoin de beaucoup d'espace, on a besoin de plafonds qui sont hauts, de planchers qui sont résilients, et éventuellement, on espère aussi pouvoir faire un peu de bruit avec notre musique. Donc, on demande vraiment des choses spécifiques. Et je me suis rendu compte que c'était difficile là, de pouvoir avoir accès à la base, en fait, là, de ma main-d'œuvre, si on veut, à 3 pistoles. Donc, qu'à cela ne tienne, je me suis mis, en fait, à travailler avec des non-danseurs, des gens qui étaient intéressés par le mouvement, mais qui n'étaient pas des danseurs professionnels. Donc, les premières pièces sont nées de ce travail-là avec des non-danseurs. On a travaillé dans des parcs, dans des salles de conférences, dans des musées, justement, parce qu'on n'avait pas de lieu dédié. Donc, je vous dirais que cette contrainte-là, finalement, est devenue quelque chose qui a nourri la création. Ça a été inspirant de travailler avec tous ces gens. Et tranquillement, évidemment, le financement est fini par arriver. Le financement vient, part. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu engager des danseurs professionnels et je vous dirais commencer à travailler vraiment sur une signature que je dirais distinctive. Mm-hmm. Donc, les défis... Ce qui était défi est devenu un peu une force ou une... Oui, absolument. Je vous dirais que, tu sais, des défis dans la danse contemporaine, dans le métier d'artiste en région, il y en a
toujours. Oui. Et je pense qu'il faut trouver une façon que ça devienne quelque chose qui est facilitant. Donc, c'est intéressant parce que ça nous permet de développer notre créativité pour justement arriver à passer par-dessus les défis. Les avantages qu'il y a à créer en région, c'est le fait que tout le monde se connaît. Donc, c'est facile d'avoir accès ou du moins de demander l'accès à un lieu ou des conseils, tout ça. Donc, tout le monde se connaît. Fait qu'il y a cette fraternité-là que je trouve qui est intéressante en région. Et sinon, ben, comme je le disais, c'est vraiment le manque de main-d'œuvre, de lieux dédiés. Et parlez-nous, vous avez fait un récent spectacle qui s'appelle Élégante chair, qui est magnifique comme titre. Et vous l'avez présenté au Théâtre du Bic. Est-ce que vous voulez nous parler de ce spectacle? Oui, Élégante chair est la dernière création. En fait, on vient de la terminer à l'automne passé. C'est un duo de femmes, d'artistes complètement extraordinaires, Geneviève Diongue, Valérie Pitre. C'est une pièce qu'on travaille depuis 2019. Hein, donc, on a eu la pandémie qui a été difficile. Donc, il a fallu naviguer à travers les abandons, les fermetures, les réouvertures, tout ça. Donc, la pièce est maintenant terminée. C'est une pièce, je vous dirais, qui est sans concession, c'est-à-dire que les femmes, les interprètes sont nus et il n'y a pas de musique. Donc, on est vraiment au cœur du mouvement, du corps. Et pour moi, dans cette pièce-là, le corps est un peu comme une matière qui expose sa beauté. Donc, de là, le nom d'Élégante chair. C'est une pièce qui est inspirée des œuvres sculpturales de l'artiste Ito Laila Lefrançois, qui est une artiste de la région et qui m'inspire énormément. Donc, à partir de ces œuvres, j'ai tiré, je vais dire, les formes de ces œuvres, les couleurs de ces œuvres pour pouvoir créer la gestuelle. Et la nudité, elle était essentielle dans le spectacle? Ben pour moi, la nudité en danse est pas un questionnement. C'est-à-dire que moi, personnellement, je questionne davantage le corps quand il est habillé. C'est-à-dire que pour moi, c'est là qu'il y a un message. Donc, pourquoi l'interprète est habillé? Il est un personnage. Pourquoi il porte ce type de pantalon-là? Tout ça. Pour moi, en tant que chorégraphe, le corps, c'est ma matière. Donc, qu'il soit nu, c'est ma façon à moi de pouvoir en sortir le meilleur de sa... je vais dire de sa pureté jusqu'à un certain point. Et c'est là que je vois aussi comment le corps travaille. On voit le muscle qui travaille, toutes les formes qui se dessinent dans le corps. Donc, pour moi, ça, c'est très vivant, c'est très inspirant. Et il y a beaucoup, beaucoup d'images à l'intérieur du corps humain qui est, ma foi, magnifique. Et donc, je pense que j'aime découvrir la première couche et qui est cette nudité-là. Et après, le langage de la nudité vient probablement le langage du corps avec le vêtement. Voilà. Et est-ce qu'on se sent nu quand on est interprète sur la scène et qu'on est dans le mouvement, qu'on est dans l'émotion, quand on est dans la création pure? Est-ce qu'on se sent nu ou pas? On oublie qu'on est nu? Je pense qu'il faudrait peut-être... pour moi, dans cette pièce-là, c'est difficile de le nommer parce que c'est pas moi qui le performe. Donc, faudrait poser la question aux interprètes. Pour ma part, quand j'ai créé la pièce nue et quand, dans la prochaine création, à certains moments, il y a des moments de nudité, je pense, personnellement, moi, j'oublie. J'oublie que je suis nue parce que je suis en train de faire un travail. Donc, je suis dans le travail.
votre entreprise, Zoraïda Caron, vous avez aussi créé un événement vraiment extraordinaire qui s'appelle OK, on danse. On s'imagine que c'est à 3 pistoles sur le quai. C'est devenu un festival. Juste le nom, il fait rêver. D'où vous est venue l'idée de créer cet événement-là? En fait, je pense que c'est en 2020, la compagnie de navigation des Basques, en fait, qui est propriétaire du bateau, le Traversier l'Héritage 1, a demandé une subvention pour la restauration du navire. Et, il y a eu un soulèvement de la population pour qu'on ait accès à ce financement-là et nous l'avons reçu. Donc, pour fêter, en fait, l'octroi de ce financement-là, j'ai décidé de faire un événement sur le quai, donc dansant, évidemment, oui. Avec la collaboration de la compagnie de navigation des Basques pour que le bateau soit à quai. Et c'est un événement, la première édition, je pense qu'on a tous été, les organisateurs, organisatrices, on a tous été un peu surpris par l'achalandage. Plus de 350 personnes sont venues danser sur le quai pour une première édition. Même les 3 éditions qui ont suivi, il a toujours fait beau, Dame Nature est avec nous, le bateau est toujours à quai. Donc, c'est un événement qui est prisé par la communauté des Basques et je dirais même par la région du Bas-Saint-Laurent. Oui, tellement que vous avez d'ailleurs reçu le prix Coup de cœur. Oui, de la MRC des Basques. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça a apporté une pérennité à l'événement? Qu'est-ce que ça... ça change quelque chose? Oui, c'est toujours le fun d'avoir des prix, de recevoir des reconnaissances. Ça nous fait valoir, en fait, le travail qu'on fait. On se rend compte que ce travail-là est vu. Donc, ça nous a donné le goût de poursuivre l'événement parce qu'on s'est dit, c'est merveilleux, il est dans le cœur des citoyens et citoyennes. Et pour moi, cet événement-là est tellement novateur, je dirais, à quelque part audacieux, que c'est facile, à partir de cet événement-là, de mettre la danse au service, finalement, de l'événement. Donc, les gens, un peu, se font prendre, à quelque part, au piège parce qu'ils viennent, pour l'événement, prendre un verre sur le quai, sur le bateau, et ils ont accès à des performances de danse de niveau international, national, vraiment extraordinaire. Et il y a combien de danseurs, danseuses? L'année passée, on a accueilli 2 compagnies, donc une compagnie de la Tunisie avec la compagnie Al-Badil, 4 danseurs plus le chorégraphe, et on a accueilli le duo Vias Danza, qui est un duo qui travaille la cumbia et qui est la cumbia. La cumbia, c'est un rythme colombien. Ah, d'accord. OK. Et c'est un rythme colombien à laquelle Paco et Diana ont intégré de la danse, du chant et évidemment la musique. Donc, ils se promenaient là, à l'intérieur, à travers les gens. Donc, c'était vraiment festif. C'était parfait là, pour l'événement. Et est-ce que on voit que les participants, à un moment donné, dansent aussi? Oui, parce qu'en fait, OK, on danse est une grande piste géante sur le quai, en fait. Donc, il y a un DJ qui est là. Et c'est lui qui fait le coup d'envoi à 16h30. Et en fait, les gens sont invités à venir danser sur le quai. Et je dirais que la plupart des gens dansent, effectivement. Ça dure combien de temps? C'est une soirée? C'est une soirée jusqu'à 23h. Oh, wow! C'est extraordinaire. Et la danse, c'est une discipline qu'on connaît peu, en fait, au Québec, on va se le dire. Et quelle est la séquence de la création pour une chorégraphe? Comment ça fonctionne, le travail? Vous avez l'idée, vous l'écrivez, comment ça fonctionne? Probablement que c'est peut-être différent pour chaque créateur, chaque créatrice. Pour ma part, ça part souvent d'un sujet que j'ai envie d'exploiter. Donc, mettons pour Élégante Chair, ça a été mon coup de cœur pour les œuvres d'Ito Laila. Pour la pièce sur laquelle je suis en train de travailler, c'est vraiment le désir de parler de l'adoption. Donc, chaque pièce est vraiment différente au niveau de l'ancrage. Et ensuite, tout se passe en studio. À partir du moment où ce que j'ai décidé ou trouvé par instinct les interprètes, parce que il y a pas d'audition, c'est vraiment des rencontres du moment. Et là, je me dis, oh mon Dieu, oui, je pense que cette personne-là pourrait fonctionner dans le travail. Donc, je leur demande, elles acceptent ou pas. Et finalement, on se retrouve en studio. Et c'est en studio que ça se passe, parce que j'ai beau réfléchir dans ma tête à qu'est-ce qui pourrait arriver. C'est quand je me mets en action dans le studio puis que je me dis, bon, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que cette pièce-là résonne en moi, je filme, je regarde et ensuite en studio dans un autre
dans un autre, mettons, bout de temps, on travaille avec les interprètes. Et là, dès que les interprètes possèdent la matière, ben c'est merveilleux parce que là, on peut construire. Mm-hmm. Et combien de temps il se déroule entre, vous dites, j'ai l'idée, et puis il y a la première représentation? Eh bien, ça dépend de beaucoup de choses, dont le financement. Ah oui, le financement. Qui est le nerf de la guerre. Donc, oui. tout dépendant du financement, hein, parce qu'on est financé par étape du projet. Donc, à la création, on est refinancé à la production et on est refinancé pour la tournée. Donc, c'est quand même 3 étapes à faire, à soumettre. Et des fois, ben, on n'a pas les 3 étapes. C'était ma prochaine question. Parfois, vous vous rendez pas à la fin. Exactement. Ça, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours amené les œuvres sur scène parce que pour moi, c'est comme un devoir. Oui, puis sinon, du travail pour rien, non? Ben, je pense qu'on travaille jamais pour rien dans le sens que tout reste dans le corps, oui, pour nous, mais c'est sûr que ce qu'on voulait dire ne sera jamais vu. Mm-hmm. Donc, je vous dirais que j'ai quand même essayé de toujours mener les pièces sur scène. Et là, bien évidemment, ça vient de nos poches, hein, quand certains bailleurs de fonds ne répondent pas oui à l'appel. Donc, ben c'est soit le diffuseur aussi peut, avec le cachet, peut soutenir la production. Donc voilà. Fait que c'est pas simple. C'est jamais une ligne droite. Mm-hmm. C'est toujours en zigzag. Et il faut que les interprètes soient disponibles aussi. Oui, aussi. Il y a toute une équipe et il n'y a pas seulement les interprètes, il y a l'éclairage, la musique. Oui. C'est pas des gens en région, oui, non? J'essaie le plus possible de travailler avec des gens de la région, mettons au niveau technique, au niveau de l'éclairage, tout ça, les compositeurs, les compositrices, mais les danseurs professionnels sont dans les grands centres pour la majorité. Et parlez-nous de ce nouveau spectacle que vous êtes en train de préparer, Les Petits Désordres. C'est un spectacle interdisciplinaire. Alors, quelle autre discipline on va retrouver autre que la danse? L'oralité, en fait. Je parle dans la pièce, donc je raconte mon histoire, je raconte des bouts de la mémoire, des souvenirs, parfois des faits. Donc je joue avec le texte à l'intérieur de la pièce. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de l'interdisciplinarité. Moi, j'ai jamais intégré la voix à la danse. Donc, c'est une première et c'est un premier solo aussi pour moi. Donc, il y a plusieurs premières à l'intérieur du travail. C'est toute une expérience, hein? Oui. Je me mets au défi. Parce que je pense que c'est important que le chorégraphe ou la chorégraphe se mette au défi pour après ça mettre son équipe au défi. Mais comme ça, on dirait que je sais un petit peu plus de quoi je parle. Et j'avais envie aussi de retourner sur scène. J'avais envie de retourner dans le corps. Pour savoir maintenant, hein, à 45 ans, comment je bouge. Exactement. Ben, on va en parler un petit peu plus tard, justement, de ça, en fait, la femme qui vieillit, mais davantage quand on a un métier de danse où, c'est le corps qui travaille. Oui, absolument. Donc, ce corps à 45 ans, qu'est-ce qu'il a à dire? Et qui est différent de moi à 25 ans, qu'est-ce que j'avais à dire comme interprète. Donc, ça aussi, je trouve ça intéressant là, dans le travail. Sarah-Aida Caron, je voudrais revenir sur Les Petits Désordres. Pourquoi ce titre-là et qu'est-ce qu'on va voir? Parce que vous parlez mon parcours, l'adoption. J'aimerais en savoir davantage.
Oui, ben en fait, moi j'ai l'impression que je vis avec une dualité de mes nations, c'est-à-dire que je suis dominicaine d'origine et je suis québécoise d'adoption. Donc j'ai décidé de simplement de travailler sur cette dualité-là. Donc au début, dans probablement tout le projet. La scène est noir et blanc. Tout est noir et blanc. Moi, je suis habillée en noir. Je travaille avec une petite table basse blanche qui, pour moi, c'est mon partenaire de danse pendant la pièce. Les rideaux sont noirs et blancs. Il va y avoir 2 grands pans de murs blancs. Donc, on est vraiment dans un décor ton sur ton. Et pourquoi? Probablement pour qu'on puisse voir que je suis pas noire, mais brune. et à l'intérieur de cet univers, je parle de mon adoption et des petits désordres qui en découlent. Parce que je pense qu'à travers cette dualité-là, moi, je me suis beaucoup cherchée dans ma vie, à savoir est-ce que je suis, parfois je suis trop noire pour les personnes blanches, mais je suis trop blanche pour les personnes noires. Donc, qui je suis, okay. Quelle est ma communauté, à qui j'appartiens. Quand on est adopté de l'international et afro-descendante, on se reconnaît pas physiquement dans sa famille. Oui, bien sûr. Donc, on est toujours un peu, en tout cas moi personnellement, toujours à la recherche de ce doublon que j'ai pu enfin retrouver en retournant dans mon pays. Mais là, j'ai le doublon, mais j'ai pas la culture. Mm-hmm. Donc, je me sentais toujours un peu tiraillée entre les deux et je pense que ça a créé des petits désordres qui vont s'installer dans le corps. Donc sur la scène, tout est clean, si je peux dire, mais les petits désordres vont s'installer dans le corps, dans ce corps qui tremble, dans ce corps qui fait écho, justement, à cette dualité-là. Mm-hmm. Et l'adoption, vous l'avez... Est-ce que ça vous... En fait, le fait justement que vous soyez dominicaine d'origine et québécoise d'adoption, est-ce que ça influence votre art justement d'avoir les 2 cultures? Je pense que oui. Je dis je pense parce que c'est à travers la recherche que je fais sur cette pièce-là que je m'en rends compte, en fait. Que moi, j'ai toujours été, dans mon travail, à la recherche d'un corps hybride. J'ai toujours voulu mélanger le corps avec un autre objet, soit justement, là, c'est avec une table blanche. Donc, on essaie de trouver mettons, l'union entre les deux, entre la table, entre le corps. J'ai travaillé avec des costumes, des accessoires, l'image vidéo, des sculptures. Donc, je suis toujours à la recherche d'un corps hybride. Oui. Donc, je pense que en fait, je suis à la recherche de ma propre hybridation, au final. Oui. Et je pense que c'est à travers cette pièce-là que je suis en train de m'en rendre compte. Et vous avez dit que c'était difficile d'archiver, en fait, vos chorégraphies. Donc, est-ce que vous réussissez par des vidéos, par des notes? Parce que c'est vrai que c'est quand même un art, c'est pas comme un livre, hein? Ça reste pas. Donc, une fois que les spectacles sont terminés, qu'est-ce qu'il vous reste? Comment vous archivez votre travail? Ben c'est sûr que c'est par des captations d'archives, en fait, hein, où se comprend vraiment l'ensemble de l'œuvre. Ceci dit, comme je suis toujours en train de faire des changements, même quand le spectacle est fini. Ah oui! Ça reste que même, tu sais, il faudrait toujours qu'il y ait un ou une vidéaste qui nous suive à chaque pièce, à chaque fois qu'on la fait, en fait. Mais je vous dirais que la véritable archive, c'est les danseurs. Oui. C'est les interprètes, les danseurs, danseuses, parce que ce sont eux et elles l'œuvre. Ouais. Et on est toujours surprise à chaque fois qu'on retourne, hein, depuis longtemps, mettons qu'on l'a pas joué, et là on retourne en studio et là je les vois répéter et puis on est tous surprises de voir, on s'en rappelle. Oui, oui. Le corps se rappelle. Oui, le corps se souvient. La musique qui part, le mouvement qui arrive, puis là, tu vois le corps qui dessine la chorégraphie, puis le danseur qui est presque témoin de sa propre gestuelle. Donc, c'est là qu'on se rend compte que le corps est vraiment intelligent, brillant et a une mémoire phénoménale. Mm-hmm. Et vous avez joué votre premier spectacle au Théâtre du Bic. Oui. Et vous allez jouer le deuxième, les petits désordres également. Est-ce que vous voyez partir en tournée? Comment vous déplacez votre art? Ben c'est sûr que
moi, j'adore faire de la tournée, même si j'en ai pas fait, ou du moins, j'aurais aimé en faire beaucoup plus. J'aime ça parce que j'aime aller à la rencontre de nouveaux publics. J'aime avoir les commentaires des gens. J'aime rencontrer aussi des nouvelles personnes, présenter le travail. Faut toujours s'adapter, hein. Chaque salle est différente. Donc, cette façon-là qu'on a en équipe aussi de s'adapter. C'est un travail d'équipe, hein, la pièce. Donc, je trouve que tout ça, ça forge aussi les liens. Ça forge les liens avec les diffuseurs, les salles de spectacle. Donc, c'est vraiment enrichissant pour toute l'équipe. Donc, oui, évidemment, j'aimerais beaucoup tourner avec Et les Grandes Chères, avec Les Petits Désordres, en même temps, les deux. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donc, oui, c'est sûr qu'on est dans je vais dire, une époque quand même particulière. On a des problématiques au niveau du financement pour les arts, hein. C'est pas nouveau. Ah oui, mais là, on vient de frapper quand même un bon mur. Oui. On sent aussi nos voisins du Sud un petit peu plus insistants sur certaines thématiques. Donc, c'est sûr que ça n'augure pas bien, hein, pour le déplacement des artistes à travers le monde et voire même au Québec. Et en 2022, vous avez reçu le prix d'artiste de l'année dans le Bas-Saint-Laurent du Conseil des arts et des lettres du Québec. Qu'est-ce que ça a changé, ce prix-là, pour vous? Encore une fois, hein, comme je l'ai dit, on est toujours très heureuse de recevoir des prix. Celui-là, il est particulier parce que, c'est le CALQ, donc c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, ça veut dire que c'est un jury de pairs, hein, qui nous a sélectionnés. Donc, ça, c'est important et intéressant parce que ça prouve que nos pairs nous voient. Hein. Et en région, on aime être vus, évidemment. Oui, on a besoin. On a besoin de ça. Et ça nous crée, évidemment, une notoriété, hein, ne serait-ce que dans le dossier de présentation de l'artiste, ne serait-ce que dans le CV. C'est sûr que ça fait ses petits. Et évidemment, la bourse de 10 000 qui vient avec est non négligeable. Oui, effectivement. Donc, c'est sûr que je vous dirais à tous ceux qui nous écoutent, déposez. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent. Je suis en compagnie de la dynamique Soraïda Caron, danseuse et chorégraphe, fondatrice et directrice de la compagnie de danse Mars Elle Danse. Alors, on s'est laissé sur un fou rire, Soraïda, et ça nous amène, vous dites déposer, ça m'amène à... En fait, vous êtes une femme entrepreneur parce que vous avez votre compagnie et plusieurs artistes n'aiment pas ce côté-là de l'entrepreneuriat, mais vous, ça vous plaît. Il y a ce côté-là qui vous plaît dans le travail que vous faites, dans le fait de justement être entrepreneur. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Le dynamisme, je pense que ça amène, hein, le fait d'être entrepreneur. Je pense que chaque discipline est différente, hein, chaque discipline artistique est différente. En danse, étant donné qu'on fait des œuvres, donc on se retrouve sur scène puis qu'on a une équipe à gérer, on est déjà à une discipline multidisciplinaire, de par la musique, de par l'éclairage, déjà. Donc, je vous dirais que d'embrasser le fait qu'on a une équipe à gérer, le fait qu'on a évidemment des comptes à rendre, moi, je vous dirais que ça fait partie de la game. Même si je serais contre, probablement que je ferais d'autres choses. Ou je changerais de discipline, mais en même temps, on change pas de discipline comme ça, là, c'est une passion. Oui, voilà. Donc, je voudrais que moi, j'embrasse ce côté-là du travail et ça fait partie du travail.
de faire les demandes de subvention, c'est un moment d'arrêt, hein, d'une pause sur image où on décrit notre projet, on fait notre budget et ces choses-là, faut les faire. Fait qu'on le fasse pour avoir une bourse de 25 000 $ ou qu'on le fasse pour nous-mêmes, on va y aller pour la bourse de 25 000 $. Donc, je vous dirais que ça fait partie du travail. Puis il faut le voir comme des outils, hein, en fait, qui sont mis sur notre chemin pour arriver à créer le meilleur qu'on peut faire, parce que c'est toujours un peu ça qu'on veut, hein, faire le meilleur. Donc voilà, fait que c'est pour ça que j'embrasse ça, et ça m'amène aussi à rencontrer plein de monde. Et il y a beaucoup de gens qui sont là pour nous aider. Hein. Oui. Et puis, je pense que, est-ce que c'est possible que quand on fait une demande de subvention comme ça, ça nous permet de faire une structure de notre projet? Oui. Est-ce que je me trompe? Non, exactement. De structurer notre idée? Exactement. Quand on est obligé de le mettre sur papier, on est obligé de savoir qu'est-ce qu'on veut dire au final. Et c'est quelque chose qu'on va faire. Ouais. Et éventuellement, ou si on le fait pas, on va se retrouver rapidement au point du mur. Ah, moi, j'avais pas budgété ça. Ah, bon, OK. Faut que je paye telle chose. Ah, OK. donc là, c'est comme une préparation à passer un bon moment en équipe, hein, parce qu'il faut pas oublier que... quand vous n'êtes pas seul à faire ça. C'est ça, exactement. Puis quand tout ça est réglé, ben on est vraiment content. Et dans le mot « entreprendre », il y a faire. Ouais. Et ça, moi, j'aime beaucoup ce mot-là, parce que c'est quand on fait qu'il se passe quelque chose. Ouais. Fait que dans l'idée d'entreprendre, pour moi, c'est l'idée de faire et d'aller de l'avant et de construire, hein, construire quelque chose. Et les artistes, ben, c'est des bâtisseurs. Donc, ça vient, je pense que c'est presque un synonyme au final dans notre travail. Et vous dites, je travaille jamais seul. Vous travaillez aussi. En fait, vous dites que c'est votre mentor, le chorégraphe Paul-André Fortier. Oui. Alors, quelle place il occupe quand on dit mentor? Paul-André, c'est la personne que j'aurais aimé avoir auprès de moi dès que j'ai commencé, au final. Parce que, comme je le disais un peu au début, on se lance naïvement, hein, dans c'est peut-être mieux comme ça, parce que sinon, on se lancerait peut-être pas. Hein? Effectivement. Si on savait tout ce qui nous attend, on ferait rien. Effectivement, j'aurais fait d'autres choses. Effectivement. Et on se pose beaucoup de questions. On fait énormément d'erreurs. Et Paul-André est un peu comme un tuteur, hein, un peu comme un guide qui me ramène, qui me pose les bonnes questions et qui a un regard énormément bienveillant sur mon travail. Oui. Et ça, ça n'a pas de prix, là, tu sais, dans le sens où il a un œil professionnel, évidemment. C'est un très grand chorégraphe et il est capable de non pas chorégraphier pour moi, mais de m'apprendre à voir, hein, parce que c'est un métier, la chorégraphie, c'est visuel. Oui. Donc, on fait des images, hein, dans l'espace, et il m'aide à voir si cette image-là fait du sens, si c'est vraiment ce que je veux dire. Ah oui. Parce que la danse, c'est un discours, donc on veut dire quelque chose. Et donc, voilà, fait que c'est vraiment quelqu'un pour moi qui est indispensable, et je souhaite un mentor, une mentoresse à tous les artistes qui travaillent, parce que souvent, on n'est jamais certain que ce qu'on fait, c'est bon. Oui. Et on est toujours en train de se poser la question, ça va-tu marcher, c'est-tu correct? Oui. Et là, d'avoir quelqu'un avec un regard bienveillant qui, non pas nous dit si c'est correct, mais qui nous amène à nous poser des questions et à prendre confiance. Oui. À nous amener plus loin aussi. À nous amener plus loin, définitivement. Est-ce que c'est difficile en tant qu'artiste, justement, de demander de l'aide? Parce que c'est quand même un travail solitaire, hein, on va se le dire. Être artiste, c'est quand même tout ce qui est dans la préparation. On demande beaucoup de solitude, ne serait-ce qu'au niveau de la réflexion. Quand vous dites je pense à des sujets, mais il faut quand même que vous ne pensez pas à des sujets dans le chaos. Donc, c'est souvent, on s'assoit, on pense. Donc, il y a un travail solitaire. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de difficulté à demander de l'aide? Je pense que ça doit dépendre de chaque personne. Moi, j'ai aucune difficulté à demander de l'aide. Au contraire, je considère que c'est un peu... oui, on peut faire nos erreurs par nous-mêmes, absolument. Mais
apprendre, parce que c'est ce que ça fait, hein? Aller, quand on va chercher de l'aide ou avec un mentor, on apprend. Et moi, apprendre, c'est ma tasse de thé, là, parce que je considère vraiment pas avoir la vérité infuse. Donc, d'apprendre en plus de quelqu'un qui a cette renommée-là, qui a ce regard bienveillant sur la création. Je peux pas m'imaginer que j'aurais pu dire non ou que j'aurais pu ne pas aller vers. Mais ça, je pense que c'est personnel à chacun, hein, parce que chacun a sa personnalité, a sa façon de voir aussi les choses. Certaines personnes travaillent mieux seules, mais moi, je suis vraiment privilégiée, en fait, là, d'avoir accès à Paul-André Fortier. Oui. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Je dirais que Paul-André me suit, hein, c'est-à-dire qu'il vient voir tous les spectacles que je fais et il est officiellement le mentor du solo sur lequel je travaille. D'accord. Et vous avez mentionné un peu plus tôt, durant la pandémie, en fait, le domaine des arts en général a été touché durement et particulièrement celui de la danse. Comment vous avez fait pour garder vivante votre compagnie? C'est une excellente question. Je pense que le fait de créer des événements aide à savoir aussi pourquoi on fait ça. De voir tous ces gens qui descendent du quai pour venir danser, pour venir voir la danse. Pour moi, ça me fait énormément chaud au cœur et ça me dit, OK, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Ça commence à porter ses fruits. Les gens ont confiance en ce qu'on propose. Quand on fait des spectacles puis qu'on voit les salles, qu'on voit la jauge, qu'on voit les gens qui se lèvent, qui applaudissent, que je vois mes interprètes en sueur, le sourire aux lèvres, les yeux pétillants, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour continuer à faire ça. Quand on enseigne, quand on partage avec les élèves, avec les participants, les participantes, qu'on voit que quelqu'un a compris ou ça fait du sens pour lui ou pour elle, c'est là, je pense que tout se dessine pour nous. Et c'est ces moments-là que j'essaie de garder comme dans mon cœur et que je sors quand c'est difficile ou quand on a un refus, puis de se dire, OK, non, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que je fais ça. Est-ce que des femmes vous ont inspiré dans votre travail de chorégraphe, Zoraïda? Oh oui, absolument. D'ailleurs, je tiens à dire que moi, j'ai jamais voulu être chorégraphe. Pour vrai? J'ai jamais voulu être danseuse. Moi, je voulais être actrice, je voulais être journaliste ou écrivaine. Et je faisais beaucoup de théâtre quand j'étais adolescente. Et en fait, hein, c'est drôle comment les arts viennent à nous et non nous qui allons vers eux. J'étais à l'université à Québec et dans le cadre de mon cours de création littéraire, il fallait aller voir une autre discipline pour qu'elle puisse nourrir nos mots. Donc, avec une collègue, on va voir justement une pièce de Marie Chouinard, Les Cris du monde, suivi des 24 préludes de Chopin, je vais toujours m'en rappeler, au Grand Théâtre de Québec. C'est mon premier spectacle de danse. Je n'ai jamais vu de danse. Et vous avez quel âge? J'ai 20 ans. OK. 20 ans. Et vous faites un bac en... Et je fais un certificat en création littéraire à l'Université Laval parce que j'adore écrire. Donc, voilà, je me retrouve assise dans ce grand théâtre. Et là, j'ai
c'est un coup de foudre. Oui. Complètement. À la fin, j'étais sur le bout de mon siège, je regardais ces corps, j'étais complètement intriguée par la façon dont ils pouvaient se mouvoir, Oui. de la façon dont ils pouvaient se déplacer. Moi, je faisais du théâtre, mais j'avais pas accès à ce type de déplacement, ce type d'incarnation dans le corps. Et là, je suis complètement flabbergastée, désolée de l'anglicisme. Et je sors en disant... Voilà, je m'en vais étudier la danse. Ma collègue qui me regarde, ça aide. Reviens-nous. Non. Je pars étudier la danse. Donc, grâce à Marie Chouinard, OK. grâce à son travail, c'est comme ça que la danse est arrivée. C'est comme ça que la danse est arrivée dans mon cœur, est arrivée dans mon corps. Et je dirais qu'à partir de Marie Chouinard, le monde de la danse est particulièrement un monde de femmes, dans le sens où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans cette discipline. Et donc, on se retrouve vraiment... ma première professeure de ballet, Paul, qui m'a durement appris la ligne. Durement? Durement appris la ligne. Moi, le ballet classique, c'était pas... Ah oui, vous avez dû passer par là? J'ai dû passer par là. Donc, ma professeure de ballet qui m'enrobe de sa bienveillance... tous les professeurs que j'ai pu avoir par la suite qui ont modelé mon corps de danseuse. Et ici, en région, la chorégraphe Chantal Caron, qui m'inspire énormément par son travail sur les grèves. Mes interprètes que j'ai nommés au début, Geneviève Dion, Valérie Pitt, ce sont des athlètes, des femmes extraordinaires, d'une générosité sans borne. Donc, oui, je nomme celle-là, mais j'en aurais tellement à nommer. Oui. Mais la déterminante, en fait, c'est Marie Chouinard. Par mon entrée fulgurante dans la danse, oui, absolument. Et vous avez dit dans une entrevue, j'ai été happée par sa proposition. Je cherche à aller dans ses zones à elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que inconsciemment, je cherche à faire du Marie Chouinard. Je sais pas si elle m'écoute, là, mais... Allô, Marie! Parce que pour moi, c'était tellement original. Et encore aujourd'hui, ces propositions le sont. Sa façon dont elle aborde la gestuelle, elle aborde les corps sans compromis. Et je pense que c'est ce qui m'a appelée, ce sans compromis. Donc, est-ce que ça sert l'œuvre? Oui, on y va. Donc je pense que Élégante Chair est peut-être le début de mon tremplin vers ça, des œuvres sans compromis. Et en tant que femme, on a parlé un peu au début de l'émission, le vieillissement. C'est un vrai sujet, ça, juste globalement comme ça, de manière générale. Mais quelle allure ce sujet-là a quand on danse, quand on utilise notre corps, le vieillissement? C'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. C'est une excellente question. Je vous dirais que c'est un mélange de deuil et de découverte. Parce que, évidemment, mon corps, à 45 ans, a pas la même... je dirais pas souplesse, mais a pas la même virtuosité que mon jeune corps de danseuse qui sort de l'école. Donc, il y a des mouvements ou des séries de mouvements qu'il faut que j'accepte, qu'il faut que je fasse différemment. Okay. Et non pas que je ne peux plus faire, mais qu'il faut que je les aborde différemment. Des mal de dos récurrents. Ah oui. Bon, évidemment, on se blesse beaucoup en danse, donc ou souvent à répétition, tout ça. Donc les vieilles blessures qui ressortent, moi c'est des mal de dos. Donc c'est vraiment de réussir à naviguer dans ces douleurs, dans ces mouvements à laquelle on aimait beaucoup, mais qu'on doit faire autrement. Et en même temps, on découvre qu'est-ce que c'est. Encore une fois, c'est ma façon de voir les choses. Oui. À quel point on découvre qu'est-ce que c'est réellement l'interprétation et comment on arrive à livrer un mouvement. Et ça, maintenant, j'en suis beaucoup plus consciente qu'avant. Ouais. Donc, chaque mouvement devient précieux, devient important parce que, justement, des fois plus difficile à faire ou faut s'entraîner, faut vraiment ne pas perdre le D2D
de l'échauffement. Ça, Oui. c'est très, très, très important. Donc, chaque jour, vous vous Chaque échauffez? jour, exactement. Chaque jour, on s'échauffe, on s'étire, on fait de la musculation pour être certaine que la machine, Oui, elle reste... Bien huilée. Elle reste bien huilée, c'est le cas de exactement. le dire, oui. Puis en même temps, le corps est tellement brillant. Le corps, il se rappelle. Il se rappelle que, ah oui, c'est vrai, on faisait ça avant. OK, bon, laisse-moi un peu de temps, là. Oui, oui, oui. je vais y revenir. Fait qu'il y a cette espèce de, je dirais, d'écoute aussi, plus, Oui. que j'ai envers ma structure. Tu sais, là, je l'écoute plus, puis je sais plus ce qu'il dit aussi. Ouais. Ah, là, j'ai mal là. OK, ça veut dire que je dois faire telle chose. Ah, OK, là, OK, je dois faire autre chose. Fait qu'il y a toute l'expérience qui rentre et juste à cause de cette expérience-là, je reviendrai pas en arrière. Ah non? Non, je C'est reviendrai intéressant, pas. Je ça. reviendrai pas en arrière. Et je me dis, dans 20 ans, parce qu'il me reste ça, 20 ans de carrière, mais dans 20 ans, Oui. quelle expérience encore je vais avoir et comment garder ma machine aussi performante, voire plus, mais dans l'émotion, dans le sujet, tu sais, Oui. dans la vérité de qu'est-ce que je veux dire. Et c'est ce que j'étais moins là-dedans avant. Est-ce qu'on peut dire qu'on va plus vers la lenteur? Une certaine lenteur. En fait, accepter Oui. cette lenteur. Tu sais, moi, j'avais de la misère Oui, avec ça. oui, ça ne doit pas être simple. Oui, vous parliez de petits deuils à faire. C'est ça, c'est accepter oui, je comprends bien. cette lenteur-là. Accepter que quand on va aller plus vite, ben c'est comme un... Tu sais, on se concentre là, pour tout donner. Fait qu'on est plus conscient de tout ce qui se passe. Et ça nous rend vraiment vivants, je dirais, dans le moment présent. Et encore une fois, c'est ça. À cause de ça, je ne reviendrai pas en arrière. Oui. Puis est-ce qu'on a cette crainte-là de se blesser avant un spectacle? Oui, mais en même temps, on connaît bien les signes. Oui. Tu sais, on est à l'écoute. Donc, je sais... Si j'ai mal là, il faut que je fasse telle chose pour être capable de... Vous connaissez bien votre corps. Exactement. Fait que, tu sais, je vous dirais que je suis quand même... je sais dans quel état je suis presque à tous les jours. Fait que je suis capable de m'auto-gérer, si on veut. Soraïda, vous avez dit la danse est peu implantée en région. La danse contemporaine reste un mystère dans l'imaginaire des gens. Comment améliorer la situation, entre autres, auprès des jeunes? Je pense qu'il n'y a pas de solution. Hein. Il faut qu'ils en voient. Hein, je pense que c'est la seule façon de démystifier la discipline. Dans l'art contemporain, mettons en danse contemporaine, c'est qu'on peut se retrouver devant un très, très grand éventail de propositions. Donc, on peut aller voir un spectacle de danse contemporaine, se dire, mon Dieu, c'est le plus beau spectacle que j'ai vu dans ma vie. Aller voir un autre spectacle d'un autre créateur, créatrice, et là, de se dire, mon Dieu, c'est épouvantable. Je viens de vivre le pire moment de ma vie. Et tout ça est de la danse contemporaine. Donc, c'est quand même très large comme discipline, comme proposition. Et je pense que il faut que les gens en voient. Et c'est un peu pour ça que je fais des événements, que j'essaie de faire le plus de spectacles possible pour que justement les gens puissent en voir. Et évidemment, pas juste mon travail, mais le travail de mes collègues aussi.
et que ce soit accessible. Donc, l'événement est gratuit, tout ça. Fait que je pense que il faut mettre la graine, la graine dans la tête. Il faut la planter, faut la planter, cette graine-là, exactement. Est-ce que vous avez confiance qu'il va y avoir une relève en région, ici? Oui. Je peux pas croire. Oui, cette relève-là, peut-être qu'elle ne viendra pas du Bas-Saint-Laurent, mais qu'elle va venir d'ailleurs. Moi, je pense que je lance des cris du cœur aux gens qui habitent en ville. N'hésitez pas, si vous avez l'élan, à venir en région, parce que, un, il y a de la place, et deux, on a besoin de collègues, on a besoin d'échanger, on a besoin de créer une communauté en danse en région. Donc, ça, c'est ma première invitation. Et j'ai de l'espoir parce que les 2 écoles de danse du Bas-Saint-Laurent sont pleines à craquer. Là. Il y a plus de 500 élèves dans chacune des écoles. Et je dis 500, je pense même que mon chiffre est petit. Donc, ça veut quand même dire une certaine chose. Ça veut dire qu'il y a des gens qui apprécient la discipline ou du moins l'entraînement de cette discipline-là. Donc, j'ai confiance que dans ce gros bassin-là d'élèves, quelques-unes ou quelques-uns vont décider d'en faire un métier. Oui. Est-ce que les défis sont les mêmes pour un artiste en danse? Ici, on parlait de demande de subvention, donc accepter, pas accepter, selon les étapes. Est-ce que les problèmes sont les mêmes dans les métropoles? Ou est-ce que c'est plus facile pour quelqu'un qui est dans la métropole? À part, on parle des studios, de l'espace et tout. Mais sinon, au niveau de la survie, on va dire matérielle, est-ce que c'est les mêmes défis? Non, je pense que les défis sont différents, mais il y a des défis dans les deux camps. Je pense qu'en ville, on a le défi d'être beaucoup. Donc, on se partage la cagnotte à plusieurs. Ceci dit, en ville, ils ont davantage accès à des studios, à des lieux de création, aux diffuseurs spécialisés en danse, sont plus près de ces gens-là. En région... en région, on a le territoire, qui est un allié. Oui. Qui est un allié. Le fleuve, la beauté de notre territoire, je pense que ça peut pas faire autrement que d'inspirer. Je suis pas certaine que je saurais créer les mêmes œuvres si j'avais vécu en ville. Ah, pour vrai? Oui, je suis pas mal certaine. La lenteur du fleuve, la facilité qu'on a de pouvoir tomber dans la contemplation. Oui, c'est nous, vrai. les artistes, on aime ça contempler. Quand on a le temps, oui. Quand on a le temps, on aime ça contempler. Ça fait partie de notre travail, d'être capable de regarder les choses. Donc, la région offre des paysages à couper le souffle. Donc, ça, pour moi, c'est un très, très grand avantage. Encore une fois, la proximité des gens, la facilité à rentrer en contact avec les gens. Ça aussi, c'est un atout. Et, de l'autre côté, c'est le manque de danseurs professionnels, danseuses professionnelles, le manque de lieux de création. Mais ça s'améliore. On a le Théâtre du Bic maintenant qui offre une salle de répétition. Donc, je pense qu'il faut voir en avant. Faut voir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va être possible et de voir le futur et de se dire que les choses vont s'améliorer. On le souhaite. Oui, on le souhaite effectivement. Parlant justement du futur, comment vous entrevoyez l'avenir de votre compagnie Mars, elle danse? Probablement que on va essayer de voir si c'est pas possible de créer un organisme, donc un OBNL qui pourrait porter soit les œuvres, soit l'événement. Donc un conseil d'administration, donc des gens qui croient au projet, qui vont pouvoir amener leurs idées, qui vont pouvoir soutenir l'équipe. Une co-direction, j'aimerais beaucoup travailler en équipe pour pouvoir échanger sur les projets, avoir d'autres avis, me faire un peu challenger. Donc, on essaie j'aimerais quand même que le projet grossisse et soit porté par d'autres personnes. Soraïda, est-ce que vous avez un projet en gestation qui succédera au Petit Désordre? Oui, c'est un projet d'exposition chorégraphique. Donc, c'est un projet qui va être dans des lieux non dédiés, soit des musées, des salles de conférences ou des galeries d'art. Et c'est une pièce dans laquelle on jumelle le corps avec soit une
sculpture, soit un costume extravagant ou un objet du décor de tous les jours. Donc voilà, fait que c'est quand même un gros Wow. spectacle si on veut, mais ce sera pas un spectacle, ce sera vraiment une expo. Donc dans chaque lieu, il va y avoir un corps en relation avec un des éléments que je viens de vous nommer. C'est comme une performance? Oui, c'est une très longue performance. Donc, les gens vont pouvoir, je le vois en déambulation, hein, fait que les gens vont pouvoir se déplacer d'un tableau à un autre, pouvoir re-rentrer pour voir, pour revoir s'ils veulent revoir, en boucle. D'accord. Donc, évidemment, c'est encore en gestation, donc j'ai hâte de voir comment c'est ça va. formidable, les idées que vous avez. En terminant, Zoraïda, j'aime bien demander pourquoi vous levez-vous le matin? Ben, mon Dieu, je me lève pour aller faire mon yoga. Et pour prendre mon café. Mais je me lève pour me mettre en action. Hein. Moi, j'aime le mot « faire ». Donc, j'aime me lever et faire et continuer de faire. Qu'est-ce que tous les projets qu'il y a sur la table à dessin, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, moi, chaque jour est comme un jour de création, est un jour de fête, parce que soit on a une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais une chose est sûre, c'est que le processus avance, les choses avancent et les œuvres se créent. Donc, voilà. Merci infiniment, Zoraïda Caron, d'avoir accepté notre invitation. Ainsi prend fin notre émission, la dernière de la saison. Toutes nos émissions sont archivées et facilement accessibles dans le site web de Canal M. Il y a là des portraits de femmes exceptionnelles. Je vous invite à aller les consulter. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la prochaine.